Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Alors si vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez bien entendu compris qu'on parlait de Formule 1. Cette semaine, c'est le début des essais privés. Et moi j'ai décidé de vous faire une petite présentation de la saison avec les grands prix, les équipes. Et on commence tout de suite par la réglementation. La réglementation 2019, bon, on va commencer par ce qui ne change pas. Toujours 3 moteurs par Grand Prix, ce sont toujours des V6 2.4 hybrides. Et ensuite, beaucoup de changements au niveau de l'aéro des voitures. L'objectif en fait de la F1 cette année, c'est de diminuer les turbulences. Alors les turbulences, c'est quoi? Vous savez que quand deux voitures de Formule 1 se suivent, il y a le phénomène d'aspiration. La voiture de devant protège du vent la voiture de derrière. Ça, c'est entre, on va dire, jusqu'à 5-6 dixièmes de seconde. Ensuite, il y a une zone tampon jusqu'à 1 seconde 2 sur certains circuits, qui est une zone où en fait aujourd'hui il y a énormément de turbulences qui sont provoquées par les Formule 1. Dans cette zone de turbulence, en fait, les voitures ne peuvent pas fonctionner correctement. L'air n'arrive pas au bon endroit sur les ailerons et n'appuie pas correctement sur les ailerons. Ce qui fait que très clairement, elles n'ont pas d'adhérence. Comme elles n'ont pas d'adhérence, elles surchauffent les pneus. Comme elles surchauffent les pneus, elles dégradent très rapidement les pneus. Et donc c'est impossible de rester dans cette zone plus de 1, 2 ou 3 tours. Et donc c'est pour ça qu'il faut dépasser très rapidement. L'objectif de la F1, c'est donc que les Formule 1 puissent se suivre. Alors, on commence par l'aileron avant. L'aileron avant, il est plus large cette année. Il est plus profond et il est plus haut. Il est plus large car maintenant l'aileron avant fait la taille de la voiture. Avant, jusqu'à l'année dernière, l'aileron avant était plus petit que la voiture, c'est-à-dire qu'un contact entre deux pilotes, c'était les pneus qui prenaient. Et bien maintenant, ça sera l'aileron avant qui prendra. Donc il faudra faire attention quand on fait une tentative de dépassement un peu musclée. Surtout, en fait, l'aileron avant, on pourrait croire, comme il est plus large, qu'il a plus de portance, qu'il est plus performant. Pas forcément parce qu'on a décidé de le simplifier. Le simplifier énormément, c'est-à-dire que les petites écarts qu'il y avait sur les ailerons, les petits flaps en fait, qui permettaient de guider l'air vers l'extérieur, vers les pontons, ou de guider l'air vers l'arrière de la voiture, sont supprimés. Encore objectif, diminuer les turbulences au niveau de la voiture. Ce qui change également sur cet aileron avant, c'est qu'il est beaucoup plus simple. On le simplifie. Il n'y a plus autant d'étages qu'auparavant. On modifie à 3 étages. Sous l'aileron également, on diminue le nombre de petites ailettes. Elles sont limitées à 2 maintenant de chaque côté de la voiture. Ces ailettes elles permettaient également de guider l'air vers l'arrière de la voiture, mais elles pouvaient entraîner des turbulences. Toujours cet objectif-là. On modifie également cette année en Formule 1 les écopes de frein. Ce sont ces petits morceaux de carbone qui permettent en fait d'amener l'air vers le frein pour l'aérer. Ils étaient ces dernières années plutôt assez sophistiqués, hein. Ils permettaient également de guider l'air vers les pontons, vers l'extérieur de la voiture. L'objectif, là encore, c'est de supprimer les turbulences. On modifie également le halo. L'objectif, c'est de simplifier, là encore, l'aérodynamisme, mais surtout d'améliorer l'extraction du pilote. Et puis, sur les côtés des voitures, les dashboards, donc qui sont ces petits éléments aérodynamiques qui sont juste devant les pontons, là encore, on les simplifie, ils seront moins hauts et plus longs. L'objectif, diminuer là encore les turbulences. On n'oublie pas également l'aileron arrière plus haut, plus grand, là encore simplifié, plus d'entailles sur cet aileron arrière, les entailles qui permettaient d'éjecter l'air sur les côtés de la voiture, là encore, éviter les turbulences pour que 2 F1 puissent se suivre. Et puis pour finir, pour faciliter les dépassements, on améliore encore le DRS. Le DRS aura une ouverture plus grande. Je rappelle que le DRS, c'est de l'aileron arrière mobile. Il aura une ouverture plus grande, ce qui permettra donc d'avoir encore moins de traînées aérodynamiques en ligne droite et donc d'avoir une meilleure vitesse de pointe normalement pour la voiture qui peut le déclencher. Je rappelle que le DRS, il se déclenche en course après 2 tours de course ou après 2 tours derrière quand vous n'êtes plus sous la safety car lors d'un restart. 2 tours après le restart derrière un safety car. Le DRS, c'est l'aileron arrière mobile, il se déclenche quand l'écart entre deux pilotes est inférieur à moins d'une seconde sur les circuits et vous pouvez l'utiliser à en moyenne 2 ou 3 endroits selon les circuits lors de la
saison. La réglementation au niveau de l'aérodynamisme, on pourrait croire comme ça que c'est audacieux, que ça va être performant. On peut avoir des doutes. Helmut Marko, hein, l'un des grands responsables de Red Bull, a des grands doutes. Il pense que c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Moi, je pense que au niveau de la voiture, c'est l'aileron arrière qui va être. Je pense que c'est l'arrière de la voiture qui va avoir le plus de difficultés à gérer, à gérer pour les ingénieurs. Pourquoi? Parce que l'aileron avant, il permet de guider l'air pour toute la voiture, tout l'arrière de la voiture. Et les pontons également, ils permettent de remettre de l'air vers l'aileron arrière. L'aileron arrière, il génère l'appui de la voiture sur l'arrière. Là, l'air sera beaucoup moins facile à guider vers l'arrière de la voiture. Ce qui fait que, comme l'air est plus complexe à guider vers l'arrière de la voiture, on devrait avoir des voitures avec moins d'appui sur l'arrière, et donc qui devraient être plus survireuses normalement. Ça devrait rendre les voitures un peu plus joueuses. Elles devraient glisser en fait du train arrière. Les pneus arrière devraient être plus difficiles à conserver, je pense. Après, ça c'est mon avis. On verra de toute façon dès les premières courses. Après l'aileron avant, il aura toujours autant d'appui parce que les ingénieurs ont déjà trouvé des solutions. Par exemple, du côté des Alfa Romeo, ils ont modifié un petit peu la forme de l'aileron pour essayer de générer le maximum d'appui. Autre changement dans la réglementation, c'est le siège du pilote. En fait, le pilote maintenant, on pense que le pilote fait 80 kg. S'il fait moins de 80 kg, ce qui est le cas de la plupart des pilotes, on le met des lestes au niveau du siège pour que le siège et le pilote fassent 80 kg l'ensemble. Pourquoi on a fait cette réglementation-là? C'est pour les grands gabarits. En Formule 1, ces dernières années, on avait des grands soucis avec les grands gabarits. Les concurrents comme Romain Grosjean. Romain Grosjean, il fait à peu près 1m80. Esteban Ocon, qui faisait plus d'1m80. Et Ericsson également, le pilote suédois qui était en F1 chez Alfa Romeo Sauber l'année dernière. Ils avaient beaucoup de soucis parce que c'était des grands gabarits qui étaient désavantagés par rapport au poids de la voiture. Maintenant, le siège pilote, le poids n'a pas augmenté. Le poids d'une voiture de F1, c'est 734 kg. Mais le siège du pilote est à 80 kg. C'est-à-dire que le pilote, maintenant, c'est un peu plus simple pour les grands gabarits, grosso modo. Après avoir fait ce long point sur les changements de la réglementation, on passe maintenant au Grand Prix de la saison 2019. Du côté des Grands Prix, ça va aller un peu plus rapidement. Il n'y a pas de changement par rapport à 2018, c'est les mêmes circuits. Donc on commence le 17 mars en Australie du côté de Melbourne sur le circuit d'Albert Park. C'est un circuit très intéressant. Mi-circuit urbain, mi-circuit permanent. C'est l'un des seuls au monde qui est dans cette configuration-là. Il se passe toujours des choses en Australie et c'est pour ça que c'est un rendez-vous qu'on affectionne. Ensuite, on ira du côté de Bahreïn sur le circuit de Shakir. Un circuit intéressant, c'est un circuit d'accélération-freinage. C'est surtout le premier Grand Prix nocturne de la saison. On enchaîne ensuite avec le Grand Prix de Chine à Shanghai. Le circuit le plus intéressant. La particularité de ce circuit, c'est le banking et la longue ligne droite, la longue phase de pleine charge qui dure plus d'1 kilomètre sur la fin du circuit. La particularité surtout de ce circuit, et de ce Grand Prix, ça sera le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Ensuite, le 28 avril, on ira du côté de l'Azerbaïdjan à Bakou, circuit en ville. L'année dernière, une course fantastique, plein d'accidents, les Red Bull s'étaient rentrés dedans. Puis on se souvient également de la victoire venue de nulle part de Hamilton. Le 12 mai, on va du côté de l'Espagne sur le circuit de Catalunya. C'est le circuit le plus connu pour les pilotes de F1. Chaque année, ils font les essais de pré-saison sur cette piste. Ensuite, le 26 mai, Monaco, le Grand Prix le plus glamour de la saison, l'un des plus difficiles, le circuit en ville par excellence. Le 9 juin, on enchaîne avec le Canada sur le circuit Gilles Villeneuve, un circuit avec les murs, ils sont toujours très très proches sur ce circuit, et puis surtout un circuit très compliqué pour les freinages, parce que les freins montent très haut en température. On se souvient aussi de l'année dernière de l'accident entre Brandon Hartley et Lance Stroll. Le 23 juin, on va du côté de la France, le circuit du Paul Ricard au Castellet. Alors, le Grand Prix l'année dernière n'avait pas été exceptionnel, mais on pourrait voir quand même de beaux dépassements. Et puis changement par rapport à la saison dernière aussi. À partir du Castellet, on se souvient que l'année dernière, on avait enchaîné 3 Grands Prix en 3 semaines. Ça avait demandé une logistique pour les équipes assez importante. Et bien là, ça change. Ce n'est plus le cas. Les équipes, de toute façon, n'avaient pas apprécié ces 3 Grands Prix en 3 semaines. Une semaine après le Grand Prix de France, on va en Autriche.
là un ring, le Red Bull Ring même maintenant. C'est le circuit qui se situe en Autriche. Un circuit de vitesse toujours très étonnant parce que les moteurs arrivent souvent à bout de souffle en Autriche. Alors, on se souvient que l'année dernière, Mercedes avait connu son premier double abandon depuis le début de l'ère des V6 hybrides, c'est-à-dire 2014. 14 juillet, alors c'est la fête nationale française, mais c'est surtout le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le magnifique circuit de Silverstone, un circuit de vitesse pure, Beckett, Capel, des virages assez mythiques. On enchaîne ensuite avec le 28 juillet, juste avant la pause, enfin pas loin de la pause estivale. On commencera à être un peu fatigué. C'est le Grand Prix d'Allemagne du côté de Hockenheim. Alors c'est plus le grand circuit de Hockenheim avec ses énormes lignes droites dans les années 80-90. Le circuit a un peu perdu de son charme. Mais l'année dernière, on se souvient tous de l'abandon de Vettel alors qu'il menait le Grand Prix. Et il était, on se souvient, en pneu slick sur le mouillé. 28 juillet, donc Allemagne-Hockenheim. 4 août, c'est le Grand Prix du Hungaroring. C'est en Hongrie, pas loin de Budapest, à peu près 20-30 minutes de Budapest. Circuit, le tourniquet hongrois. On n'est jamais rapide sur ce circuit. Il est extrêmement poussiéreux. Et puis, il y a des virages tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un grand moment de ligne droite, il n'y a pas un moment pour se reposer. Ensuite, c'est la trêve estivale. Il faut savoir que même les équipes n'ont pas le droit de travailler pendant ces 3 semaines. On reprend le 1er septembre avec l'un des circuits les plus appréciés des pilotes de Formule 1. Spa-Francorchamps en Belgique, 7 km de pur plaisir. Le Radillon, voilà, c'est l'un des virages les plus techniques, je pense, du monde, le Radillon. Et puis surtout, on aura une énorme ambiance parce qu'il y a chaque année les supporters de Max Verstappen qui vont sur ce circuit. Une semaine après, le temple de la vitesse, on va en Italie du côté de Monza avec les tifosi qui supporteront Ferrari et Vettel sur ce circuit. Il y aura peut-être même une bataille entre les fans de Ferrari et les fans d'Alfa Romeo. 2 semaines après, le deuxième Grand Prix nocturne de la saison, je pense un Grand Prix qui est maintenant important dans la saison, hein. Il existe depuis 2008, c'est Singapour. Alors Singapour, particularité du circuit en ville, mais surtout extrêmement lent. La course est extrêmement longue. Il faut savoir qu'à Singapour, on atteint souvent les 2 heures de course. Je rappelle qu'un Grand Prix ne peut pas faire plus de 2 heures. Et surtout, c'est un Grand Prix difficile parce qu'il fait chaud, il fait lourd et les freins ne refroidissent pas. 29 septembre, une semaine après, on va en Russie sur le circuit de Sochi. Circuit qui se déroule en fait dans le parc olympique des Jeux de 2014, des Jeux d'hiver. Le circuit n'est pas forcément exceptionnel, c'est un peu comme Shanghai, il n'y a pas forcément un secteur qu'on retient, mais voilà, il se passe des fois des choses, il y a une longue ligne droite, on sera à une période de la saison où les deuxièmes moteurs devraient être bien usés. On enchaîne avec le Grand Prix du Japon le 13 octobre sur le magnifique circuit de Suzuka. C'est l'un des derniers circuits qui reste dans son jus, comme dans les années 80-90. Il a aussi une importance pour nous Français parce que c'est là où est mort Jules Bianchi. C'est un circuit difficile, le 340R. Des virages assez mythiques, le début de circuit également, le premier secteur, c'est le plus dur de l'année, un enchaînement de virages extrêmement compliqué. On enchaîne le 27 octobre avec le Grand Prix du Mexique sur le circuit Ricardo Rodriguez. Grand Prix intéressant, une piste avec une énorme ligne droite, c'est surtout difficile au Mexique. C'est là où s'est joué le titre ces 2 dernières années. Hamilton a remporté le titre du côté du Mexique, c'est surtout un circuit difficile. On est en altitude, on a peu d'oxygène, les moteurs fonctionnent mal et surtout les voitures fonctionnent mal parce que les ailerons ont besoin de beaucoup d'oxygène pour que ça impacte en fait, pour que l'air appuie sur l'aileron et la densité de l'air est plus faible en altitude, donc les ailerons sont moins performants sur le Grand Prix du Mexique. Une semaine après, là aussi ça change par rapport à l'année dernière, on arrive du côté d'Austin aux États-Unis le 3 novembre. Au circuit des Amériques, l'année dernière on avait une course incroyable. Pendant les 25 derniers tours, les 3 premiers s'étaient échangés leur position et puis à la fin on avait eu la victoire de Kimi Räikkönen. 17 novembre, le Brésil, le circuit d'Interlagos, c'est là encore un circuit qui s'est peu transformé depuis 15 ans. Magnifique circuit, Interlagos, circuit difficile, une portion extérieure qui demande peu d'appui et la portion intérieure demande énormément d'appui. Il faut donc faire un compromis. Et puis le 1er décembre,
une semaine plus tard qu'en 2018, on ira du côté d'Abu Dhabi, dernier Grand Prix nocturne de la saison. Alors on démarre de jour et on finit de nuit. Du côté de Yas Marina, pas le circuit le plus fantastique au monde. On a un deuxième secteur qui est un enchaînement de 2 lignes droites avec une chicane. Le dernier secteur est plus intéressant, mais c'est quand même pas le meilleur circuit du monde. Donc voilà, pas de changement. Toujours 21 courses. Donc avec 3 moteurs, c'est 7 Grands Prix pour un moteur. Un moteur va faire à peu près 4500, 5000 km. C'est plus qu'un moteur qui fait les 24 heures du Mans. C'est pour dire la fiabilité aujourd'hui qu'on demande à ces voitures de Formule 1. Maintenant, on va passer aux équipes et aux pilotes qui participeront à cette saison de Formule 1. Et on commence avec Mercedes, vainqueur l'année dernière du championnat constructeur avec 655 points et 11 victoires. Une course sur 2 a été remportée par Mercedes et par Hamilton. L'équipe domine depuis le début de l'ère hybride en 2014. On pourrait avoir une lassitude dans cette équipe parce que bon, quand on remporte tout, qu'on a quand même dominé quelques saisons, on peut avoir un sentiment de lassitude. La saison 2018 a quand même pas été parfaite pour Mercedes. Des soucis au niveau de l'évolution de la voiture, l'évolution moteur en particulier, avec le problème qu'on avait eu à Montréal. À Montréal, on devait avoir une nouvelle spécification moteur pour Mercedes. Et en fait, le moteur n'avait pas réussi à passer les tests sur le banc d'essai. Donc on s'était retrouvé avec des moteurs à bout de souffle à Montréal, mais également la course d'après. Et je me souviens que ce qui a entraîné un petit peu les soucis moteurs et le double abandon sur le Grand Prix d'Autriche. Deuxième souci également de la Mercedes, c'est qu'elle a été dominée en première partie de saison par la Ferrari. Pour une raison simple, sur beaucoup de Grands Prix, la voiture Mercedes était revenue un petit peu dans ses travers. C'est-à-dire que l'équipe Mercedes, avant l'ère hybride, c'était une voiture qui était performante, mais qui fracassait ses pneus arrière. Et on a eu ça de nouveau cette année, en 2018, avec une voiture qui surchauffait ses pneus arrière par rapport à Ferrari, par rapport à Red Bull, ce qui a posé des soucis en termes de stratégie. Et cette année, ils devront être plus performants au niveau de leur voiture dans ce domaine-là, travailler encore sur la fiabilité, même s'ils sont au-dessus des autres dans ce domaine, et puis travailler également sur la tenue de la voiture dans le trafic. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est assez compliquée à conduire. Dès que vous vous retrouvez derrière une autre voiture, elle souffre vraiment quand il y a des turbulences. Bien entendu, vous avez compris, dans cette équipe, vous avez comme pilote Lewis Hamilton, champion du monde l'année dernière avec 408 points, 11 victoires, 11 pole positions. L'objectif pour Lewis Hamilton maintenant, c'est de rejoindre les 7 titres de champion du monde de Michael Schumacher. Il est à 5 titres de champion du monde, à égalité avec Juan Manuel Fangio. C'est le pilote en activité qui a le plus de titres de champion du monde maintenant. Et la saison 2018, elle a quand même pas été de tout repos pour Hamilton. Début de saison extrêmement compliqué. Les 3 premières courses, vraiment, il ne s'en sort pas. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, 4e course de la saison, il est encore en difficulté. Puis il va gagner le Grand Prix grâce aux abandons des Red Bull. À la crevaison de Bottas, il y a plein de faits de course qui fait qu'il remporte la course. Il a fini par contre sur la deuxième partie de saison, il a dominé et puis c'est toujours le numéro 1 en qualification. Il a même l'année dernière récupéré le record de pole position que détenait encore Ayrton Senna et le record que détenait également Michael Schumacher qui l'avait devancé de peu. Le coéquipier de Lewis Hamilton encore cette saison, c'est Valtteri Bottas, le Finlandais, 5e du championnat du monde la saison dernière avec 247 points. 2008, c'est pas vraiment une bonne saison pour Bottas, c'est même sa moins bonne saison depuis qu'il est un pilote très performant en Formule 1. Bon, après, il avait bien débuté, malgré un accident en qualification à Melbourne. 2-3 courses après derrière, il avait devancé Hamilton. Et puis il y a eu un tournant mentalement sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il mène la course, il a une crevaison à 5 tours de l'arrivée. Et c'est Hamilton qui remporte ce Grand Prix. Et à partir de ce moment-là, il a été totalement dominé par Hamilton.
Il s'est vraiment transformé en pilote numéro 2 de l'équipe. Moi j'ai un doute avec Bottas cette saison. Est-ce qu'il est capable d'être numéro 1? Et surtout, est-ce qu'il est capable d'être performant en course? Parce que le vrai problème de Bottas, c'est que son rythme en course est souvent irrégulier et il a du mal à être performant sur les tours en course. Il est performant en qualification, mais rarement en course, parce que l'année dernière en qualification, on peut le dire, il a fait 2 pole positions. Et puis cette année, surtout pour Bottas, il faut qu'il fasse extrêmement attention parce que la concurrence va être rude en interne chez Mercedes, parce que le pilote d'essai, c'est un pilote de F1, c'est Esteban Ocon. L'année dernière, il a été un peu viré de Force India, c'est surtout qu'il n'y avait pas vraiment de place pour lui avec l'arrivée de Lance Stroll. Mais c'est un pilote extrêmement performant, Esteban Ocon, et si Bottas n'est pas performant, Ocon pourrait rejoindre Mercedes l'année prochaine ou même au cours de la saison. Ferrari maintenant, deuxième du championnat l'année dernière, 571 points et 6 victoires. Que d'occasions manquées en 2018 pour Ferrari. On peut dire encore raté. Ça fait depuis 2-3 saisons maintenant qu'il tourne autour du titre constructeur, également du titre de champion du monde pilote avec Vettel. Et pourtant, ils ne s'en sortent pas. Cette année, en 2018, ils avaient tout mis pour vraiment performer. Ils avaient, je pense, la meilleure voiture en début de saison, la meilleure voiture jusqu'à la mi-saison. Et puis, il y a eu énormément de problèmes au niveau des évolutions. Ils ont tenté de trouer, voilà, il y a eu le fond plat avec des trous qui n'a pas du tout marché. Et au final, la voiture était beaucoup moins performante que la Mercedes en fin de saison. Elle était même, je pense, derrière la Red Bull. Et surtout, beaucoup trop d'abandon à cause de Vettel, de Raikkonen également, qui a fait quelques erreurs. Alors, l'objectif 2019 pour Ferrari, il est très simple. Le titre, et pour ça, ils ont décidé de mettre beaucoup plus d'argent sur la table. On peut dire que cette année, maintenant, le budget de Ferrari, c'est au-dessus d'1 milliard d'euros pour la saison. En comparaison, par exemple, pour les footeux, le PSG, c'est un budget à peu près de 180-200 millions d'euros par saison. Donc la F1 est un sport de riches. Et puis l'objectif en 2019 du côté de la voiture, c'est plus de fiabilité, parce que ça leur a causé quelques soucis en fin de saison pour gérer les moteurs. Et puis surtout, un meilleur travail à l'usine du côté de l'équipe pour avoir des évolutions qui fonctionnent et qui fonctionnent rapidement pour pouvoir apporter des évolutions régulièrement à leur voiture, ce que fait Mercedes et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière. Vettel reste dans l'équipe. L'année dernière, il a fini deuxième du championnat du monde avec 320 points, 5 victoires pour Sébastien Vettel et 5 pole positions. Malgré les erreurs, c'est sa meilleure saison chez Ferrari en 2018. C'est l'année où il a marqué le plus de points. Alors, l'avantage, c'est qu'on avait un Grand Prix en plus, mais quand même, il a été performant. Malgré son expérience, il a maintenant plus de 200 Grands Prix, il a fait énormément d'erreurs de débutant, surtout en fin de saison. Son contact avec Verstappen au Japon, son accident avec Ricciardo à Austin, le contact avec Hamilton à Monza. Et puis, on n'oublie pas également son abandon à Hockenheim. Ça fait beaucoup de points perdus. Cette année en plus, la concurrence est plus importante pour lui qu'en 2019. Le pilote numéro 2, c'est plus Kimi Raikkonen, c'est un jeune aux dents longues, c'est Charles Leclerc le monégasque. Et on verra aujourd'hui si Vettel il arrive à gérer la pression, parce que l'année dernière, c'était pas vraiment ça au niveau de la pression. Et surtout, la seule fois où il a eu un coéquipier qui a vraiment été au même niveau que lui, c'est-à-dire Ricciardo, qui l'a devancé, même Ricciardo, il avait fait une très mauvaise saison en 2014, sa dernière année chez Red Bull, et il est capable de un peu de péter des câbles à certains moments quand il sent que son coéquipier est très performant. Le coéquipier de Sébastien Vettel cette année chez Ferrari, c'est le monégasque Charles Leclerc, 13e du championnat du monde l'année dernière avec 39 points. Bonne première saison en 2018 pour Charles Leclerc qui a dominé son coéquipier chez Sauber Alfa Romeo, Marcus Ericsson qui avait pourtant de l'expérience. Alors Charles Leclerc, c'est pas un néophyte, champion de Formule 2 en 2017. La F2, c'est pour les footeux qui nous suivraient,
la deuxième division, hein, la division des jeunes un petit peu, qui veulent accéder à la Formule 1. Il remplace cette année Raikkonen qui était un peu moins performant la saison dernière, depuis 2 saisons chez Ferrari. Et lui, pour lui, ce n'est pas un numéro 2. Raikkonen est un numéro 2 avec Vettel. Leclerc, c'est un numéro 1. C'est un champion du monde en puissance. Alors, il manque un peu d'expérience. Une saison simplement en F1 et déjà chez Ferrari, ça fait un peu jaser, on va pas se mentir, du côté des Italiens. Et en plus, Ferrari, c'est une équipe où souvent on arrive en fin de carrière, on arrive avec beaucoup d'expérience. Ferrari, ça marche un peu différemment des autres équipes. C'est un peu comme l'OM en football. C'est certes une équipe de F1, mais elle ne fonctionne pas du tout de la même façon que les autres. Tout est... Dès que vous avez un mauvais résultat, deux mauvais résultats, les tifosi, les supporters pensent que c'est la fin de Ferrari et vont vous critiquer. La presse italienne va être assez méchante, même avec les mauvais résultats, assez intransigeante avec les pilotes de chez Ferrari. Et puis, pas de chance pour lui, c'est que Charles Leclerc, c'est un pilote francophone, et le dernier francophone à être passé chez Ferrari, c'était Jean Alesi. Pour dire que la comparaison va quand même se faire pour les Italiens entre les deux, même si, je rappelle, Charles Leclerc, un monégasque, et pas français. Alors pour moi, malgré tout, je suis pas vraiment inquiet pour Charles Leclerc. Déjà parce que chez Sauber, il a mis l'équipe dans sa poche. C'est-à-dire qu'au bout de 2 courses, Ericsson, il avait quasiment plus d'ingénieur pour l'aider. C'était Charles Leclerc, le leader de l'équipe. Et puis il a un profil de champion du monde. Charles Leclerc, déjà champion de Formule 2, comme d'autres pilotes comme Nico Rosberg par exemple, avant lui, qui a été champion du monde. Et puis surtout, moi je me souviens d'une réaction qu'il avait fait au Brésil l'année dernière en qualification, où il décide en qualification de rester en slick sous la pluie alors que son ingénieur demande de rentrer. Le tour qu'il fait lui permet de rentrer en dernière portion de qualification. Donc c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui est intelligent. Et pour moi, c'est un pilote champion du monde. Et puis, il est déjà adapté à Ferrari, hein, à la Ferrari, parce que en fin de saison dernière, on a eu les essais à Abu Dhabi, les essais avec les nouveaux pneus Pirelli, mais avec les voitures de 2018. Et il était plus rapide que Sébastien Vettel à la fin de cette séance d'essais. Et bien maintenant, c'est l'heure de passer à Red Bull Honda. Troisième l'année dernière du championnat du monde avec 419 points, 4 victoires pour l'équipe. Beaucoup de changements cette année chez Red Bull. Tout d'abord, nouveau pilote, nouveau motoriste. On passe de Honda à Renault, après 12 ans chez Renault quand même. Nouveau pilote, départ de Ricciardo qui était chez Red Bull depuis 2014, mais qui était déjà passé avant dans l'équipe junior, Toro Rosso. Alors, c'est l'année de tous les dangers cette année pour Red Bull. Ils sont confiants et pourtant ils ont décidé de prendre le moteur Honda. Le moteur Honda qui n'est pas forcément le plus fiable du plateau. L'année dernière, Toro Rosso avait fait un bon début de saison. Et puis, à partir de la mi-saison, ils ont essayé d'avoir plus de performance avec le moteur Honda. Et ils ont enchaîné les problèmes techniques. Donc, Honda, pas forcément au top. Le châssis, il devra être nickel parce que le moteur Honda, il rend également des chevaux par rapport au moteur Ferrari et au moteur Mercedes. Mais bon, la situation avec Renault n'était plus vivable. Il se lançait chaque année des pics entre le constructeur français et l'équipe autrichienne. Donc au bout d'un moment, la collaboration ne pouvait plus durer. Donc Verstappen est resté dans l'équipe. Il est quatrième l'année dernière du championnat avec 249 points. 2 victoires en fin de saison. C'est une belle saison pour Max Verstappen l'année dernière, même si le début était pas top. Il a fait beaucoup d'erreurs et puis après 4 Grands Prix en Catalogne, il a décidé de s'émanciper de son père, Jos Verstappen, pilote de F1 également dans les années 90, coéquipier même de Michael Schumacher en 94 lors de son premier titre pour Michael Schumacher. Alors cette année, Max Verstappen, malgré son jeune âge, il doit devenir le patron de l'équipe. Il n'y a plus de leader, Ricciardo est parti. Et ça va pas forcément être très facile pour lui, parce que je pense que Ricciardo participait beaucoup plus que lui à l'élaboration de la voiture, et surtout à la mise au point de la voiture et au réglage. Alors cette année, c'est à lui de faire ce travail-là, et ça sera une année cruciale pour lui. Est-ce que
il est mentalement, psychologiquement, sportivement possible pour lui d'être champion du monde un jour. Est-ce qu'il a le mental? On a toujours des doutes. Est-ce qu'il aura la constance? Pour être champion du monde, il ne faut pas abandonner 5 ou 6 fois dans la saison. Et surtout, est-ce qu'il arrivera à mettre au point sa voiture? Un champion du monde, c'est un excellent metteur au point. Et moi, j'ai encore des doutes sur Max Verstappen. Avec lui, c'est Pierre Gasly. Arrivée du pilote français, ça sera le pilote français le plus en vue, certainement cette année. 15e l'année dernière avec Toro Rosso avec 29 points. Alors, Pierre Gasly, il est un peu dans la même situation que Charles Leclerc chez Ferrari. C'est le jeune loup aux dents longues qui veut être le numéro 1. Alors, il va devoir faire ses preuves très vite, parce qu'on connaît la stratégie de Red Bull. Si vous n'êtes pas performant au bout d'un an, 2 ans, vous êtes viré de la filière Red Bull et vous avez souvent du mal à trouver un volant derrière. Pierre Gasly, il devra être rapide très vite, parce que sinon il sera numéro 2. Et dans ce cas-là, il aura du mal à vraiment pouvoir mettre en place ses stratégies en course. L'avantage de Pierre Gasly chez Red Bull, c'est qu'il connaît Honda. L'année dernière, il a débuté avec Toro Rosso. Et l'année dernière, Toro Rosso utilisait le moteur Honda. C'est un réel avantage pour lui. Il sait la manière dont les Japonais travaillent, dont les Japonais mettent au point le moteur. Il a déjà fait des voyages au Japon pour rencontrer les ingénieurs. Il faut savoir que Honda ne marche pas du tout de la même manière en fait que les autres constructeurs présents en F1, que les autres motoristes. Ils devront s'adapter, je pense, Verstappen à la manière de travailler des Japonais. C'est un pilote qui est encore jeune, une saison simplement en F1, comme Charles Leclerc. Il aura une grosse pression, et là encore je suis confiant, je pense qu'il est capable de le faire. On rappelle que Pierre Gasly, c'est pas un branquignol, il a été champion du monde de GP2, juste avant Charles Leclerc, à l'époque où le GP2, en fait la F2 s'appelait le GP2. Il était le dernier champion de GP2, c'est un pilote très performant. Et vice-champion également de Super Formula au Japon l'année d'après, donc il est capable de gagner des courses, il est capable d'être très performant. Quatrième constructeur de cette présentation, donc quatrième également l'année dernière au championnat du monde, c'est Renault. Alors c'est la 4e année du programme depuis le retour en F1 de Renault en 2015. Les 3 premières années, c'est David Boule, le directeur de Renault Sport, nous avait dit c'est des années où l'objectif est de finir 4e au championnat constructeur au bout de ces 3 ans. L'objectif a été rempli, non sans mal. Il a fallu que Haas fasse des erreurs et perde des points pour qu'il finisse devant l'équipe américaine. Malgré tout, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Normalement, un nouveau triptyque qui doit leur permettre d'avoir un pilote qui se batte pour le championnat du monde, pilote, à la fin de ces 3 ans. L'objectif cette année, c'est déjà de se battre pour les podiums régulièrement en course. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Ils étaient au mieux 5e quand il y avait des abandons ou 4e. Cette année, c'est de faire mieux en termes de performance au niveau de la voiture. L'avantage pour Renault, c'est qu'ils n'ont plus qu'une écurie à fournir, McLaren. Red Bull ne se fournit plus chez eux. Et je pense que c'est véritablement une épine de moins dans le pied pour Renault Sport. Malgré tout, l'équipe devra être plus performante pour pouvoir réussir son objectif. Ils ont donc renforcé l'équipe, nouveau pilote avec Ricciardo. On renforce également un petit peu l'équipe technique. Et puis surtout, ce qui peut être inquiétant, c'est l'affaire Carlos Ghosn. On sait que Carlos Ghosn, il était le président de Renault. L'affaire Carlos Ghosn fait du mal au groupe Renault. Est-ce que financièrement, Renault pourra mettre autant d'argent dans le projet F1? C'est une question qu'on peut se poser. Alors après, Carlos Ghosn, il a été remplacé depuis chez Renault par l'ancien patron de Michelin. On sait que Michelin a toujours été attaché à la course. Carlos Ghosn, c'est lui qui avait fait quitter Renault la F1 en 2011, donc il n'était pas forcément fan de cette catégorie. Alors peut-être un bien en fait au final le départ de Carlos Ghosn, peut-être plus de moyens encore pour l'équipe pour réussir son objectif dans 3 ans, ce qui est rapide en F1, c'est un temps extrêmement rapide. Ricciardo a rejoint l'équipe. Ricciardo, c'est le nouveau pilote, 6e l'année dernière au championnat du monde avec 170 points.
Alors, est-ce que Ricciardo sera enfin le leader? C'est ce qu'il attend depuis 4 ans quasiment chez Red Bull. Il attend d'être enfin le leader et c'est pour ça qu'il est parti de chez Red Bull. Parce que chez Red Bull, on sait que Verstappen était plutôt le numéro un, surtout la saison dernière. Alors, son objectif, c'est d'être au moins traité d'égal à égal avec son coéquipier. Pour moi, Ricciardo, la saison dernière, elle n'a pas été simple pour lui. Première partie de saison excellente. Il remporte 2 courses, Grand Prix de Chine, Grand Prix de Monaco, sur les 7 premières courses de la saison. Et puis après, derrière, il n'a pas réussi à s'en sortir. Il y a eu tout le débat, le questionnement autour de son avenir. Est-ce qu'il allait rester chez Red Bull? Red Bull lui a fait un énorme contrat. On parlait de 25 millions d'euros, hein, des sommes assez importantes pour un pilote de F1. 25 millions d'euros, c'est autant que Vettel, hein, pour dire. Et au final, il a choisi de rejoindre Renault. Alors peut-être pour moins d'argent. C'est une bonne recrue pour moi, pour un constructeur comme Renault qui est en Formule 1. Pourquoi c'est une bonne recrue? Parce que c'est un excellent sportif, il est très performant. C'est un très bon pilote de F1. Mais il a un deuxième avantage, c'est il est très bon en communication sur les réseaux sociaux, tout d'abord, mais également en conférence de presse. C'est vraiment le pilote, je pense, rêvé pour un constructeur généraliste qui est en F1 comme Renault. L'objectif, quand même, d'être impliqué en F1 pour Renault, c'est de vendre des voitures, c'est de vendre des voitures sport. Et avec une recrue comme Ricciardo, je pense que c'est l'idéal. Alors son objectif cette saison, c'est de devenir le deuxième champion du monde australien après Alan Jones. Ça remonte quand même déjà en 1980. Mark Webber avait fait vice-champion du monde. Et puis son objectif, c'est de le faire cette année peut-être, mais surtout dans les années à venir, parce que cette année, je pense que Renault aura encore du mal à se battre pour le titre. Avec lui, Hülkenberg, 7ème du championnat du monde la saison dernière avec 69 points. Alors Hülkenberg, on ne sait pas trop quoi en penser. Hülkenberg. Alors l'année dernière, il a devancé Carlos Sainz Junior, son coéquipier. Cette année, il a un vrai adversaire, j'ai envie de dire, avec Ricciardo. Nico Hülkenberg, c'est un bon pilote. Ça, on le sait. C'est un bon pilote de milieu de tableau. Il n'a jamais été dans des équipes de top niveau. Depuis avant d'arriver chez Renault, il avait été chez Williams, chez Force India, chez Sauber, qui sont plutôt des équipes de milieu de tableau. Alors, est-ce qu'il arrivera à s'imposer dans ce top team Renault? L'année dernière, il était plutôt performant. Mais il ne s'est pas vraiment imposé comme un leader. Et là, Ricciardo, en face de lui, c'est un vrai adversaire. Alors, il a un vrai défi. Pour moi, est-ce que Hülkenberg cette saison deviendra un Barrichello, c'est-à-dire un pilote qui deviendra numéro 2, alors qui sera performant de temps en temps, mais qui sera quand même là pour aider son leader, qui sera Ricciardo dans ce cas-là? Ou est-ce qu'il deviendra un Nico Rosberg, c'est-à-dire un pilote qui est capable de gagner un Grand Prix? Pour l'instant, on ne le sait pas. Pour l'instant, c'est un peu l'incertitude. Alors, c'est vrai qu'il va bientôt, je crois qu'il a déjà battu le record de Rosberg, c'est-à-dire ce fameux record de pilote qui a fait le plus de Grands Prix sans en remporter un. Je crois qu'il a battu le record de Rosberg. Et pourtant, c'est dommage parce que Hülkenberg, c'était un pilote bon chez les jeunes. On le surnommait même le nouveau Schumi parce qu'il faut savoir qu'il a le même agent que Michael Schumacher. Il a un vrai potentiel, ce pilote-là, champion de GP2 en 2009, vainqueur des 24 heures du Mans en 2015 avec Porsche. Mais est-ce qu'il arrivera à l'exploiter en Formule 1? C'est encore une question que je me pose. On passe maintenant à Haas, enfin Rich Energy Haas F1 Team, c'est le nouveau nom de l'équipe. Alors l'année dernière, Haas avait fini 5ème au championnat du monde avec 93 points. Alors cette année, Haas a plus d'argent, un vrai co-sponsor. Ils ont plus d'expérience également, ils sont là maintenant depuis 2015. L'objectif aujourd'hui pour Haas, c'est d'être plus constant. Ils ont une voiture performante. L'année dernière, ils ont montré qu'ils savaient le faire. En début de saison, d'avoir une voiture performante. Après, c'est une équipe qui n'a pas réussi au niveau des évolutions à faire aussi bien que les top teams. C'est une équipe qui a montré qu'ils pouvaient être performants. Le problème pour Haas, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de points en début de saison. On se souvient du Grand Prix d'Australie. Abandon à cause d'une erreur au stand, alors que Grosjean et Magnussen étaient 4 et 5. Énormément de points qui s'envolent.
les abandons de Grosjean, dont le fameux crash derrière la voiture de sécurité en Azerbaïdjan à Bakou. Ça a coûté beaucoup de points à l'équipe. Alors cette année, l'objectif est de ne pas rater ces occasions et de faire une saison plus constante. C'est-à-dire ne pas rater la deuxième partie de saison, réussir à amener des évolutions qui fonctionnent. C'est un peu le problème de Haas. Il faut savoir que les ingénieurs sont aux États-Unis, toute l'équipe technique est aux États-Unis et que souvent les pièces mettent beaucoup de temps à arriver et souvent en plus elles ne fonctionnent pas ou des fois elles sont même fragiles. Grosjean l'année dernière, il a fini 14e avec 37 points. Saison compliquée pour Grosjean, saison en dents de scie pour Romain Grosjean. Il est capable de faire beaucoup mieux. Il a perdu beaucoup de points. Il a fait beaucoup d'erreurs de pilotage. L'Azerbaïdjan, le crash derrière safety car. Il a fait également une erreur du côté du Grand Prix du Paul Ricard. Il a été impliqué dans beaucoup de mauvais coups cette année, en 2018, Romain Grosjean. Il est devancé au championnat par normalement le pilote qui est numéro 2 dans l'équipe, c'est Kevin Magnussen. Donc c'est pas top pour lui quand tu es devancé par ton équipier. Cette année, il devra faire beaucoup mieux, Romain Grosjean. Faut pas négliger que Romain Grosjean, il a 32 ans. Je pense, moi, qu'il ne rejoindra plus maintenant un top team. C'est fini pour Romain Grosjean, je pense qu'il n'aura plus l'opportunité de rejoindre une grosse équipe. Parce qu'il est maintenant âgé. Il est quand même pas tout jeune. Il est que 2 ans moins vieux que Hamilton, par exemple, je crois. Il a quasiment le même âge que Hamilton. Il a laissé passer sa chance, je pense. Mais s'il veut rester en F1, il devrait être performant. Parce que s'il n'est pas performant, il pourrait être remplacé assez vite chez Haas. Haas a des opportunités. Il y a Ocon. Il était déjà sur le coup l'année dernière pour un volant dans l'équipe. Et puis il ne faut pas oublier un petit jeune, Antonio Giovinazzi, qui est pour l'instant chez Alfa Romeo, mais qui pourrait rejoindre l'équipe américaine, qui en plus a l'avantage d'être motorisé par Ferrari. Et tiens, Giovinazzi, il fait partie du Ferrari Driver Development. Ça pourrait être intéressant pour lui. Kevin Magnussen, 9e l'année dernière au championnat du monde, 56 points. C'est sa meilleure saison en F1 pour le Danois en 2018. Il a fait jeu égal régulièrement avec Grosjean. Il l'a devancé à certaines reprises en qualification. Alors cette année, il doit confirmer. Il doit montrer qu'il a gagné en maturité par rapport à ses premières saisons. Et puis surtout, il est un peu sur la sellette régulièrement. Il est montré du doigt parce qu'il a un pilotage extrêmement agressif. Donc, des fois, il est dans les mauvais coups. Il devra faire attention. Cette année, l'objectif pour lui, c'est plus de constance sur la saison encore. Et pourquoi pas rejoindre, s'il arrive à faire preuve de constance, rejoindre dans 2 ans un top team. Il a que 26 ans, hein, Kevin Magnussen. C'est jeune encore. Il peut rejoindre une bonne équipe à son âge. McLaren l'année dernière, 6e avec 62 points. Normalement, en 2018, ça devait être l'année de la reconquête. Il devait au moins jouer la 4e, voire la 3e place du championnat du monde face à Red Bull. Ça s'est pas très bien passé, on va pas se mentir. Ils sont au championnat constructeur, la dernière équipe avec un moteur Renault. Et pourtant, ils nous avaient dit, on a le meilleur châssis du monde. Et puis cette année, en plus, en 2018, on a enfin un bon moteur, parce qu'on avait le moteur Honda, il n'était pas performant. Les Japonais nous aidaient pas à le faire fonctionner. Et maintenant, on a le moteur Renault qui a montré son niveau de performance avec Red Bull et l'équipe du constructeur. Rien s'est passé comme prévu. On va pas se mentir. L'aéro de la voiture était beaucoup trop simpliste, ce qui a posé des soucis au niveau adhérence. La voiture n'avait pas assez d'adhérence, on va dire, pas assez de grip avec son aéro. Et puis surtout des problèmes de fiabilité avec le moteur Renault. Alors pourquoi ? Parce que le contrat avec Renault s'est joué au mois de décembre. Il faut savoir qu'en F1, les voitures sont conçues en août, juillet-août, au début de la conception des voitures. À ce moment-là, ils pensaient qu'ils allaient avoir un moteur Honda. Il a fallu donc modifier la voiture un petit peu au dernier moment. Et il y a des choses qu'on n'a pas pu améliorer. Et donc la fiabilité a vraiment été inférieure. Alors pas à Red Bull, mais inférieure à Renault.
Cette année, on repart d'une page blanche. Départ des deux pilotes. D'un côté, Van Dorn, qui n'a jamais été performant, Stoffel Van Dorn, avec l'équipe. Il n'a jamais réussi à prouver son potentiel en F1. Et puis le patron des abusés, le double champion du monde qui avait perdu peut-être son envie depuis quelques temps, c'est Fernando Alonso. Cette année, nouveau pilote Carlos Sainz Jr., 10e l'année dernière du championnat avec 53 points, avec Renault la saison dernière. Il avait quand même été pas mal malmené par Nico Hülkenberg, devancé au championnat par son coéquipier allemand. Il est rapide, Carlos Sainz, mais c'est un pilote extrêmement fougueux. Parfois dans les mauvais coups, on se souvient d'un accident avec Massa et Grosjean. C'était du côté du circuit Gilles Villeneuve, c'était en 2017, je crois me rappeler. Il doit progresser dans beaucoup de choses, Carlos Sainz Jr. Il doit améliorer son mental. Il faut qu'il ait plus de constance en course. Et puis de devenir le leader de l'équipe. C'est pas simple là-dessus. Est-ce que c'est un metteur au point? Je ne pense pas. Je pense que Hülkenberg faisait la majorité du travail chez Renault, qu'il n'a pas cet avantage-là. Il doit travailler donc là-dessus. Et puis ensuite, pour moi, est-ce que c'est un leader d'équipe? Je ne sais pas mentalement, est-ce qu'il est capable de le faire? Et puis j'ai l'impression que Carlos Sainz, c'est un petit peu comme notre ami Max Verstappen, c'est qu'il a du mal avec la notoriété de son père. Max Verstappen, c'est Josh Verstappen. Alors pour Carlos Sainz, c'est encore plus difficile. Carlos Sainz Jr., c'est Carlos Sainz Senior. Carlos Sainz Senior, c'est double vainqueur du Dakar, double champion du monde des rallyes, une star en Espagne, Carlos Sainz. C'est compliqué pour lui d'être dans l'ombre de son père, et je pense qu'il est très présent en plus sur les Grands Prix, et je pense qu'il devrait s'émanciper. Un petit peu comme Verstappen l'année dernière, c'est-à-dire dire à son père, lâche-moi la grappe, puis laisse-moi faire mon travail tout seul. Avec Carlos Sainz, une pépite, une des 3 pépites qui viennent du GP2 directement F1. C'est un rookie, c'est Lando Norris, première saison F1. Deuxième l'année dernière du GP2 en 2018, très bon pilote. Il a également été champion de F3 en 2017 et de Eurocup Formule Renault en 2016. Donc c'est un pilote qui a un petit peu tout gagné chez les jeunes. Il fait partie de la génération dorée britannique avec George Russell qui est chez Williams. Il est jeune, 19 ans. Il a déjà beaucoup d'expérience en monoplace. Il roule en monoplace depuis ses 15 ans en fait. Il a fini son karting et il commençait déjà la monoplace alors qu'il n'avait pas encore fini le karting. Pour moi, McLaren, c'est pas forcément la meilleure équipe, surtout pour un Britannique. Il va avoir beaucoup de pression de la presse britannique sur lui. Mais en même temps, vu la situation dans laquelle est l'équipe, avec un coéquipier qui fait également sa première saison chez McLaren, il peut s'imposer rapidement face à Carlos Sainz et devenir le leader de l'équipe. Et bon, on passe maintenant à Sport Pesa Racing Point Force India. C'est le nouveau nom de Force India. L'année dernière, l'équipe de Esteban Ocon par exemple. Alors, nouveau sponsor pour cette équipe, nouveau patron, Lawrence Stroll, et puis nouveau pilote. Il y a tout qui change en fait chez Racing Point Force India. On peut même dire que tout va changer même encore dans les mois à venir. L'usine ne sera plus du tout au même endroit. Je rappelle que Force India c'était en fait Jordan, Grand Prix dans les années 90. C'est l'équipe qui a lancé Michael Schumacher en F1. Alors l'objectif c'est de relancer l'équipe après une fin de période Force India qui a été compliqué. On se souvient l'année dernière le patron qui avait des soucis judiciaires en Grande-Bretagne et puis des soucis financiers, ce qui n'avait pas permis à l'équipe de construire une voiture performante. Cette année, ça va pas être facile quand même pour Sport Pesa Racing Point Force India parce que déjà Perez est un bon pilote certes, mais c'est pas un top pilote quand même, je pense. Pour moi c'est un pilote de milieu de tableau. La voiture, on ne sait pas si la préparation n'a pas été gênée, le fait que l'équipe soit reprise par Lawrence Stroll, ça s'est fait fin août, début septembre, donc peut-être du retard dans la conception de la voiture. Puis surtout les moyens, on ne sait pas vraiment les moyens qu'a l'équipe pour réussir à performer. Les objectifs sont ambitieux pour Force India qui veut grosso modo faire des résultats aux alentours de la 6e, 5e place cette saison. C'est ambitieux, surtout que bon, certes d'un côté il y a Perez, de l'autre côté c'est Lance Stroll.
c'est pas vraiment le meilleur pilote du monde. Du côté des pilotes, Sergio Pérez, 8ème l'année dernière du championnat du monde avec 62 points. C'est un très bon pilote, le Mexicain. C'est un pilote qui a également un budget. Il a tout fait pour sauver l'équipe. L'année dernière et trouvé un repreneur. C'est donc un peu normal qu'il soit conservé par rapport à Esteban Ocon, même si les résultats étaient assez similaires entre les deux. Après, c'est un pilote qui est régulier, qui s'assagit aussi. Hein. C'est un pilote qui était un peu fougueux. On se souvient de sa période chez McLaren ou même son début de carrière chez Sauber. Il était souvent dans les mauvais coups. Maintenant, c'est un pilote qui est, je vais pas dire moins dans les mauvais coups. On l'a vu avec Esteban Ocon, mais qui est plus régulier. Il sait être rapide quand la voiture est bonne, quand le circuit convient à cette voiture. C'est vrai que les Force India ont toujours eu l'habitude d'être des voitures qui fonctionnaient bien sur les circuits où on avait peu d'appui, par exemple Azerbaïdjan, également Monza ou Spa. C'est toujours des circuits qui ont convenu aux Force India. Il a la chance cette année, c'est qu'il a plus dans les pattes Esteban Ocon. Esteban Ocon, c'était un peu son souci à notre ami Pérez, parce que Esteban Ocon, c'est un pilote qui était rapide, et puis souvent ils se sont rentrés dedans. On se souvient, il y a la saison 2017, hein, pendant toute une période, les deux voitures abandonnées régulièrement. Donc il a cet avantage-là de ne plus avoir un adversaire aussi performant, parce que Lance Stroll, c'est pas Esteban Ocon, c'est en dessous quand même. Alors cette année, son objectif c'est de mieux performer en qualification pour avoir des courses un peu plus faciles. Et puis perdre moins de points sur des erreurs parfois de pilotage ou d'appréciation. Il a perdu quelques points sur des contacts avec d'autres pilotes. Donc voilà, ça c'est son objectif. La saison sera quand même pas simple, encore une fois, parce qu'il est dans une nouvelle équipe et puis qu'on attend de lui qu'il soit encore une fois le patron. Mais je pense qu'il est capable encore une fois de faire une saison solide, d'être 8, 9e, entre 8 et 10 au championnat du monde. Et bah face à Sergio Pérez, c'est Lance Stroll le Canadien, 18e avec 6 points l'année dernière au championnat du monde. Alors pas simple d'être le fils du patron, surtout que en Formule 1, Lance Stroll n'a pas vraiment ébloui par ses performances en 2 saisons. Il a quand même fait un podium, c'était en Azerbaïdjan en 2017. C'est pas un pilote qui est très performant, mais l'avantage c'est qu'il a un père qui est milliardaire. Ça lui permet d'acheter une équipe de F1 et de payer sa place. C'est un pilote qui est un pilote payant, pas forcément performant, c'était déjà le cas chez les jeunes. Il nous a jamais vraiment ébloui par son talent, Lance Stroll. Alors il devrait souffrir normalement face à Sergio Pérez, qui est un pilote qui sait être performant. Il va devoir s'améliorer dans beaucoup de domaines s'il veut le battre, mais bon, est-ce que l'objectif pour lui c'est vraiment de battre quand ton père possède l'équipe dans laquelle tu roules? C'est peut-être pas forcément un problème pour lui. On passe à la grosse surprise l'année dernière du championnat du monde, c'est Alfa Romeo Racing, enfin anciennement Alfa Romeo Sauber, 8ème du championnat du monde l'année dernière avec 48 points. C'est la surprise de 2018 parce qu'on ne les attendait pas. Moi je me rappelle des essais hivernaux l'année dernière, les Sauber étaient très très loin au niveau de la performance. Charles Leclerc se battait avec la voiture. Ils étaient allés beaucoup de fois dans le paquet gravier du côté du circuit de Catalogne. En fait, la voiture perdait énormément l'arrière. C'était impossible de la gérer calmement. Donc cette année, vu la saison qu'ils ont réalisée, hein, on se souvient en 2018, le premier Grand Prix, souvenez-vous du premier Grand Prix de Sauber, ils sont à plus de 2 secondes du 18e, qui est Williams. Et en fin de saison, ils arrivent régulièrement en Q3 avec Charles Leclerc. C'est une évolution assez intéressante au niveau de cette équipe. Alors cette année, on les attend beaucoup plus. Tout d'abord parce qu'il y a un pilote de pointe qui arrive dans l'équipe, c'est Raikkonen. Ensuite, parce que l'hiver a été beaucoup plus intéressant pour eux. Ils ont pu travailler beaucoup plus sereinement que l'année dernière. L'année dernière, ils ne savaient pas grosso modo le budget qu'ils auraient pour l'année d'après. Parce que le partenariat avec Alfa Romeo s'est fait plutôt fin janvier, début février, juste avant le début de saison. Donc c'est assez compliqué pour Sauber de savoir le budget, de savoir quel moteur ils allaient utiliser, si c'était un moteur 2018 ou 2017 de chez Ferrari. Il y avait beaucoup de soucis de ce côté-là et ils n'ont pas vraiment passé un hiver tranquille, ce qui a fait que le début de saison, au moins sur les 2-3 premières courses, n'était pas idéal. Kimi Raikkonen, champion du monde 2007. L'année dernière, elle a fait une victoire, une pole position. Alors le Finlandais, c'est un peu un dernier défi, rejoindre Sauber.
Il a débuté chez Sauber en F1, c'était en 2001. Il avait ébloui lors de sa saison. Il avait devancé un coéquipier qui avait déjà de l'expérience, qui était Nick Heidfeld à l'époque. Et puis ensuite, il était arrivé chez McLaren, très performant chez McLaren, champion du monde chez Ferrari en 2007. Et puis voilà, une première fin de carrière en 2009 où il a décidé de faire du rallye, puis il est revenu en F1 en 2013. Alors, 2013 ou 2012, hein, j'ai même un doute. Alors son objectif, c'est finir sur une bonne note, essayer d'apporter des points à l'équipe, mais surtout de rentrer régulièrement dans le top 5, voire de se battre pour le podium, ou même pour des victoires. Et puis apporter de l'expérience également à son équipier, apporter de l'expérience à la structure Alfa Romeo, pourquoi pas dans les années à venir concurrencer Ferrari, ou au moins être aussi performant que Haas par exemple ces dernières années. Avec lui, un pilote pas vraiment rookie, il a déjà fait 2 grands prix dans sa carrière, c'était en 2017. C'est Antonio Giovinazzi. Alors 2 grands prix en F1 déjà dans sa carrière. Et puis il a fini deuxième du GP2 en 2016. Et il avait été aussi troisième je crois de la F3 en 2015. Il avait aussi été performant en F3 en 2014, la même année que Verstappen et qu'Esteban Ocon. Alors pour lui, c'est vraiment une saison de néophyte. Il connaît la F1, mais il connaît déjà assez mal la F1, on va dire. Il a fait que 2 grands prix. On se souvient tous de son Grand Prix de Chine, même en 2017, ça s'était pas très bien fini. En qualification en course, il avait fait 2 fois la même erreur sous la pluie. Au même virage, le dernier virage, à la sortie du dernier virage, il était à chaque fois, il avait perdu le contrôle de la voiture à chaque fois. Il avait tapé le muret des stands, je crois, les 2 fois. C'est peut-être un pilote un petit peu fougueux, hein, de ce que je me rappelle de lui chez les jeunes. L'année dernière, il n'a pas piloté énormément en monoplace, hein. Son programme se concentrait sur des voitures de grand tourisme, hein. Il a fait les 24 heures du Mans, par exemple, en catégorie LMGT Pro. Et c'est un pilote qui fait partie du Ferrari Driver Development. Donc on voit l'attachement qu'a Alfa Romeo et Ferrari, hein. C'est vraiment maintenant 2 entités, on pourrait dire presque imbriquées l'une dans l'autre. Il a beaucoup d'expérience quand même, parce que en F1, il a fait énormément de séances d'essais, peu d'expérience en course, mais beaucoup d'expérience dans des voitures de F1. Il a fait beaucoup d'essais avec Ferrari, avec Sauber, avec Haas. Il a fait beaucoup de séances du vendredi matin. Malgré tout, je pense que ça ne sera pas une saison facile pour lui. Un équipier en face de lui, qui est quand même pas facile, c'est un top pilote, Kimi Raikkonen. Il devra s'imposer parce que sinon ça va être son larbin pendant toute la saison. Avant-dernière équipe de cette présentation F1 2019, c'est vrai que la vidéo commence à être un petit peu longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire cette année sur la Formule 1. Alors cette 9e équipe, c'est Toro Rosso Honda, 2e année pour l'équipe italienne avec le moteur Honda, le junior team, hein, de Red Bull, Toro Rosso, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors l'année dernière, on va dire une première partie de saison plutôt intéressante. On se souvient tous du Grand Prix de Bahreïn avec la 5e place, 4e place, je ne sais plus, j'ai un doute, récupérée par Pierre Gasly. C'était une 5e place, je crois me rappeler, j'ai un doute. Souci de fiabilité, quand même, en fin de saison, en 2e partie de saison. En fait, Honda a voulu amener de la puissance à son bloc moteur, et à partir de ce moment-là, ils ont enchaîné les pénalités pour des soucis de fiabilité, beaucoup de soucis. On se souvient également du crash de Brandon Hartley à Silverstone à cause d'un problème de suspension. C'est la 2e année avec Honda. Normalement, ça devrait se passer un peu plus facilement. Tout d'abord parce qu'ils connaissent la méthode de fonctionnement des Japonais. Deuxièmement parce que les liens avec Red Bull se sont resserrés. Ils ont de nouveau le même motoriste. Ça sera donc plus facile pour les deux pour travailler ensemble. Et pour moi, par contre, ça sera quand même pas une grande saison pour Toro Rosso. Parce que déjà l'année dernière, on a cru que c'était une bonne saison, mais si on regarde les chiffres, ils ne sont que 9e du championnat du monde. Assez loin quand même de leurs adversaires. Pas forcément beaucoup de points marqués en fait par Toro Rosso, une trentaine de points marqués par Toro Rosso au championnat. Et puis, faut pas négliger que cette équipe-là, elle n'a pas une grande équipe technique. Il y a peu d'ingénieurs chez Toro Rosso, c'est une toute petite structure, hein. Je rappelle, c'est l'ancienne équipe Minardi en F1, alors ça s'est un peu agrandi, mais c'est quand même pas une énorme structure. Puis j'ai peur que ça devienne vraiment cette année le junior, ça redevienne le junior team vraiment de Red Bull, donc avec des performances au niveau de la voiture, au niveau du châssis qui sont moins importantes. Du côté des pilotes, Daniel Kvyat, en 2017, il était en F1, il s'est fait virer de Toro Rosso en 2017, il a fait des grands prix chez Red Bull,
Alors le russe n'a pas roulé l'année dernière et ça va être un véritable problème je pense pour lui, hein. Depuis son arrêt de la F1, il n'a pas fait les 24 heures du Mans, il n'a pas roulé en prototype en LMP1 ou LMP2 Mans, il n'a pas roulé en Super Formula au Japon, il n'a pas roulé en IndyCar aux États-Unis. Ça semble quand même compliqué pour lui, il va devoir avoir un petit temps d'adaptation. Alors, pour moi, c'est pas le plus grand pilote qui ait connu la filière Red Bull. Il n'a pas véritablement montré son potentiel. On se souvient surtout de Daniel Kiat pour un Grand Prix de Russie. C'était en 2017 ou en 2016, non plutôt en 2016 où il était rentré plusieurs fois dans Vettel et les deux s'étaient un peu écharpés à l'arrivée de la course. Il est souvent dans les mauvais coups quand même, Daniel Kiat. Et pour moi en plus, je pense pas que c'était le choix numéro un de Toro Rosso. Je vais vous expliquer pourquoi. Toro Rosso, en fait, c'est de la filière Red Bull, hein, la filière Red Bull. Je pense qu'il y avait un ancien pilote de cette filière-là qui méritait plus sa chance et qui, je pense, était le choix numéro un, c'est Jean-Éric Vergne. Alors, le français, on se souvient, a été champion du monde de Formula I. C'était le 14 juillet 2018. Et il nous apprend au début de la saison, de cette saison de Formula I, que beaucoup d'équipes le contactaient en F1, et surtout une équipe en particulier de milieu de tableau. Et ça correspond quand même à Toro Rosso quand on sait que 2 semaines après, on apprend que Daniel Kiat arrive dans l'équipe, revient dans l'équipe. Je pense qu'il voulait faire revenir Jean-Éric Vergne après son titre de Formula I. Il a prouvé que c'était un pilote solide, même si c'est un pilote fougueux, hein, Jean-Éric Vergne, il est parfois dans les mauvais coups. Et au final, ils ont pas pu avoir Verne parce que Verne ne voulait pas être dans une équipe de milieu de classement, il devait être dans un top team s'il revient en F1. Et ce qui fait que maintenant, bon, il n'y avait plus grand monde, grosso modo, sur le marché. Ils ne pouvaient pas mettre un pilote de la filière Red Bull parce que le problème de Ticum, qui est, on va dire, le mieux placé dans la filière Red Bull pour accéder à la F1, son problème, c'est qu'il n'a pas la super licence. Et puis, c'est un peu la même situation pour Alexander Albion. C'est le troisième rookie, enfin le deuxième, pardon, rookie véritablement cette saison en F1. Troisième du championnat de F2 en 2018, deuxième du GP3 en 2016. C'est un bon pilote, Alexander Albion, même si il n'a jamais remporté de championnat. C'est un peu une exception quand on arrive en F1. Normalement, on a toujours remporté un championnat dans sa carrière en jeune. Eh bien, pas lui. Il n'a jamais gagné. Il a toujours été dans le haut du panier, mais il n'a jamais remporté un championnat. C'est pas grâce à l'argent qu'il est en F1. C'est un peu étonnant. C'est ni grâce à une filière jeune, comme le Ferrari Driver Development, comme la filière Red Bull, qu'il est arrivé en F1. Il est arrivé vraiment là grâce à son talent, et juste son talent. Et ça fait du bien de voir qu'en F1, on peut arriver à piloter, même si on n'a pas d'argent, pas énormément d'argent, et pas non plus qu'on ne soit pas obligé d'être dans une filière jeune. Alors normalement, parcours atypique, parce que normalement il devait faire de la Formula I cette année. Nissan l'avait recruté, mais Toro Rosso lui a proposé ce contrat. Alors il y a eu un petit procès juridique hein, entre Nissan et Red Bull, et puis Red Bull a réussi à récupérer Alexander Albion, et Nissan a dû trouver un autre pilote. Alors c'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus gros palmarès, mais c'est un pilote qui est solide et fiable. Et en F1 ça peut être intéressant. Je pense que c'est un pilote qui saisira toutes les opportunités possibles pour prendre 1 point, 2 points. Il fera pas le fou, très clairement. C'est pas le pilote le plus impressionnant, mais je pense que c'est un pilote solide et fiable et intelligent, et c'est important en Formule 1. Dernière équipe, et la saison 2018 pour Williams n'a pas été facile, hein. 7 points simplement marqués par l'équipe anglaise. C'est vrai que c'est un peu compliqué hein, de voir Williams dans cette situation. Alors cette année ils ont un nouveau sponsor, hein, c'est Rocket Williams Racing. On perd Martini. Martini a apporté énormément d'argent à l'équipe. On perd également Lance Stroll, et on sait que Lance Stroll apportait beaucoup d'argent à l'équipe. Et puis on perd l'apport de SMP. SMP Racing apportait également beaucoup d'argent à l'équipe et avait placé Sergei Sirotkin l'année dernière comme deuxième pilote. Alors pour Williams, c'est la débandade depuis 2 ans, hein. Aucun résultat important. La dernière bonne saison, c'est 2014 et bon, je dirais
courses en 2015 qui ont été intéressantes. Depuis, c'est quand même un peu compliqué. Cette année, je pense que la saison sera difficile. Ça commence déjà mal. Ils devaient faire un test de leur voiture, un shakedown, comme on dit, publicitaire ce week-end du côté de Barcelone. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu participer à la première journée d'essai non plus parce que la voiture n'était pas prête. C'est les seuls qui sont retrouvés dans cette situation-là. Donc c'est vraiment très inquiétant. Moi, j'ai pas de certitude avec leur duo de pilote. D'un côté, on a un rookie, George Russell. Alors, certes, un très bon pilote, mais Williams, c'est quand même pas la meilleure équipe, je pense, aujourd'hui pour débuter. Et puis, avec lui, Robert Kubica, il n'a pas roulé en F1 depuis 2011 et son accident, ça me semble compliqué aussi. Alors, l'objectif de Williams, c'est surtout de ne pas finir dernier, en fait. Ça sera leur seul objectif. L'un des pilotes, c'est Robert Kubica, le Polonais. Une victoire dans sa carrière, c'était au Canada. Alors il est en fin de retour, Robert Kubica, accident en 2011, accident dans une voiture de rallye. On a cru qu'il serait perdu pour la Formule 1. En fait, cet accident lui a laissé des séquelles pardon, sur le bras droit. En fait, la glissière de sécurité avait traversé la voiture de part en part. Une image assez effroyable. Alors il a piloté énormément dans d'autres catégories depuis son accident. Il a fait du rallye. Voilà, on l'avait vu en WRC avec une Ford. On l'a vu également, il a fait des tests également en LMP1 avec Bike-Halls. Et puis il a fait du GT également, du Blancpain, du championnat italien, championnat également d'endurance. Alors jusque-là, c'est un très bon pilote en F1. Si on prend sa carrière de 2007 à 2011, c'est un pilote également chez les jeunes qui a rivalisé avec Vettel. Il avait même devancé Vettel dans un championnat, c'était la Formula Renault 3.5 en 2005 ou 2006. Alors, il est toujours handicapé par son bras droit, ce qui me fait craindre une incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Robert Kubica pilote beaucoup plus de la main gauche que de la main droite. On peut dire que grosso modo, c'est 70% 30. Voilà. Donc, il y a vraiment un handicap encore qui est présent. C'est pas une certitude. Très clairement, Robert Kubica, il n'a pas piloté un F1 depuis 8 ans, c'est une éternité. Ça me semble compliqué pour lui, il devra être performant assez vite parce que Mercedes, qui motorise Williams, pourrait placer très vite Ocon. Son coéquipier, c'est George Russell. Alors, c'est la pépite des sports mécaniques britanniques. Champion de F2 en 2018, champion de F3 en 2017, troisième de F3 Europe en 2016. C'est un pilote qui a un énorme potentiel, très jeune, 19 ans. Moi, je trouve que c'est un excellent pilote. C'est un excellent pilote. Je l'ai vu une passe d'armes fantastique l'année dernière en F2 face à Lando Norris. Les deux à Monza, il y a eu une passe d'armes mais absolument fantastique. Alors, il est jeune. Il est quand même jeune, il a simplement 19 ans. Il arrive dans une équipe qui est dans une situation assez catastrophique, Williams. C'est pas forcément simple. C'est aussi un pilote qui prend parfois beaucoup de risques. Et en F1, avec les nouveaux ailerons avant, ça sera un peu compliqué de prendre beaucoup de risques. Alors, moi j'espère que George Russell va performer. Moi je pense que c'est une pépite. Je pense que c'est un champion du monde en puissance et je pense qu'il peut être très performant. Maintenant, on va passer au programme sur la chaîne avec la F1 pour finir cette vidéo. Je pense qu'on va être à quasiment 45 minutes, 1 heure de vidéo, je sais pas trop. Alors le programme, il est assez simple au niveau de la semaine. Alors déjà pour la fin de semaine, au niveau du programme, on fera un débrief de cette première semaine de journée d'essai. Alors, un débrief où il faut être resté assez raisonnable dans les réflexions qu'on peut avoir au niveau des performances. Je rappelle qu'on ne connaît pas le programme des équipes, donc on ne sait pas à quel moment se font les tours au niveau des programmes. Et donc si une voiture est performante, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément performante en Australie en début de saison. Donc on fera premièrement un bilan des essais de la semaine. Lors de la deuxième semaine également d'essais, on refera un bilan. Et puis ensuite, pour chaque Grand Prix, on fera une présentation du circuit, une présentation des enjeux de la course. Ça sera, je pense, le jeudi soir, enfin le jeudi, je vais essayer de mettre ça en place, le jeudi ou le mercredi. Et puis ensuite, après le Grand Prix, le lundi, le mardi, tout dépend des disponibilités, on fera un débrief du Grand Prix, de ce qui s'est passé, des tops, des flops.
voilà, un peu habituel en 5-10 minutes. Et puis, je pense que pendant l'été, pendant la trêve estivale, on fera un bilan de mi-saison au mois d'août, bah, pour voir les enjeux de cette deuxième partie de saison, et puis pour voir qui a performé, qui n'a pas vraiment performé dans cette première partie de saison. Mais moi, j'attends énormément cette saison 2019. Je pense que c'est. J'espère qu'on va être étonné par les voitures, qu'on va être étonné par beaucoup de choses. Et puis j'espère surtout qu'on aura du spectacle, parce que depuis quelques années, c'est quand même pas trop ça. Et j'espère que la nouvelle réglementation va apporter plus de spectacle et surtout que les voitures de F1 pourront enfin se suivre et se dépasser. Voilà. Ça, c'est mes envies pour la saison 2019. Donc j'espère que vous avez vu toute la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Bien entendu, j'essaie de répondre à tout assez rapidement. Puis donc on se retrouve en fin de semaine pour parler des essais de mi-saison. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine!